c'est pas là où il y a le plus de cellules caliciformes que ça absorbe le mieux. Forcément que non, puisque ce sont les autres cellules, au contraire, qui sont les cellules absorbantes. Voilà pour les villosités intestinales. Motricité digestive. On va en dire un mot. Si vous êtes d'accord, on va écluser cette partie-là qui est assez rapide et puis on fera une petite pause si vous le souhaitez avant de passer à la deuxième partie qui est embryologie du tube digestif. Oui, ça marche. Motricité digestive, les structures de la paroi qui sous-tendent la motricité. Je vais aller vite. Pourquoi? Parce que vous m'avez dit la dernière fois que vous aviez déjà eu un cours sur le sujet en physiologie et que par conséquent, c'est peut-être pas la peine que je rappelle trop de choses. La règle de base, c'est que les structures musculaires sont représentées partout par la musculaire muqueuse et surtout par la musculeuse. Que ces éléments définissent bien sûr partout la paroi en 5 couches telle qu'on l'a décrit chez nous de la structure du tube digestif. Que en dehors de l'extrémité supérieure, la musculature est lisse et que sa contraction est contrôlée notamment par un système nerveux intrinsèque qui possède, comme tout système nerveux périphérique qui se respecte, des filets nerveux et des relais, des éléments qu'on appelle des plexus nerveux. Il y a une microanatomie à cette organisation et la microanatomie permet de décrire principalement, c'est les deux seuls que je souhaite que vous reteniez, des plexus nerveux qui sont situés dans le plan mi-entérique et des plexus nerveux qui sont situés au niveau de la sous-muqueuse. Le fait qu'on dise que l'innervation intrinsèque est représentée essentiellement par ces éléments, par les plexus nerveux mi-entériques et les plexus nerveux sous-muqueux, ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses. Bien sûr qu'il y a d'autres choses, qu'il y a des filets nerveux un peu partout, etc. Mais on va se concentrer sur ces éléments-là. Pourquoi? Parce qu'on les voit bien. Alors, la musculaire muqueuse, on la voit bien lorsqu'elle est développée. Il y a des endroits où elle est très très fine, mais au passage, on y reconnaît quoi? Ici, au niveau de l'intestin, que vous reconnaissez par ces glandes, on la reconnaît parce qu'il y a des cellules musculaires lisses. Au passage, même au niveau de la musculaire muqueuse, elles peuvent être organisées en 2 couches. J'espère que vous voyez tous ici qu'il y a une région où les cellules sont coupées en travers et l'autre où elles sont plus longitudinales. Bon. Voilà, c'est surtout au niveau de la musculeuse que c'est important. Et lorsqu'on fait des marquages d'une paroi, ici une paroi d'intestin grêle, qu'est-ce qu'on voit bien? Ici c'est une desmine. On voit bien qu'il y a une zone musculaire lisse ici, juste en dessous de la muqueuse, qui est la musculaire muqueuse, et on voit bien ici la musculeuse avec ses 2 plans, circulaire interne et longitudinal externe. Et au passage, on devine bien qu'entre les 2 plans de la musculeuse, ici, entre les 2 plans circulaires et longitudinaux, il y a un espace clair qui n'est pas musculaire, qui est le fameux plan mi-entérique. Et c'est là qu'il faut aller chercher les plexus nerveux mi-entériques. Alors, c'est ce qu'on fait effectivement. Alors, bien sûr, il y a des fibres un petit peu partout. On peut les mettre en évidence par différentes techniques. Ça, c'était prématuré. C'est ça que je voulais vous montrer. Pardon. Et on montre bien sûr, lorsqu'on fait des techniques de neurohistologie, pour le coup, qu'il y a un réseau complexe d'éléments qui sont liés à ces structures principales qu'on va décrire. Et par exemple, voilà des techniques d'imprégnation alors qu'on utilise en neurohistologie, encore une fois, qui montrent bien des cellules ici, des cellules ganglionnaires avec leurs petits prolongements qui correspondent à ce réseau nerveux de l'innervation pariétale. Alors, sans aller trop loin dans les descriptions, parce que ce ne sera peut-être pas pour vous d'un intérêt total, on va dire que les éléments principaux qu'il faut savoir reconnaître, et ça même en travaux pratiques, il faut savoir aller les regarder, ce sont les plexus mi-entériques, qui forment un réseau qu'on appelle encore le plexus d'Auerbach, peut-être qu'il vous a été désigné comme ça en anatomie ou ailleurs, et qui font que dans le plan mi-entérique, on voit des amas comme ceci, des amas qui sont constitués de prolongements de fibres nerveuses et aussi de corps cellulaires de cellules ganglionnaires. Et ces corps cellulaires de cellules ganglionnaires, ils se présentent, c'est un péricaryon d'un neurone, hein, ils se présentent comme des éléments arrondis, volumineux, avec un cytoplasme basophile égal synthèse du neuromédiateur, égale synthèse protéique, et un noyau qui est souvent bien visible parce que ça se devine peut-être même dès le faible grossissement. Regardez ici, là où je mets le curseur, ou là, des gros noyaux vésiculeux avec une membrane nucléaire bien dessinée
et un nucléole volumineux bien visible, presque en œil de chouette. C'est une description classique, hein. Je suppose que vous avez tous, peut-être pas tous vu des chouettes ce matin en sortant de chez vous, parce qu'il n'y en a plus beaucoup dans la région, mais bon, comme ça. Et évidemment, on peut caractériser grâce à différents marqueurs que dans ces plexus, il y a à la fois des neurones, les cellules ganglionnaires, c'est comme ça qu'on les appelle, et des cellules de soutien. Tiens, comment elles s'appellent les cellules de soutien dans le système nerveux périphérique? Les cellules de Schwann, qui expriment un certain nombre de marqueurs comme la protéine S100. Ce qui fait que lorsqu'on fait par exemple un immunomarquage pour la protéine S100, ici dans l'encart qui est ici, on voit les corps cellulaires des volumineuses cellules ganglionnaires avec leurs gros noyaux vésiculeux et nucléolés, et les cellules de soutien représentées par les cellules gliales, hein, que sont les cellules de Schwann. Voilà comment doit se présenter un plexus mi-entérique d'Auerbach dans le plan mi-entérique, ou un plexus sous-muqueux, plexus de Meissner, dans la sous-muqueuse. Voilà un segment d'intestin, épithélium. Ici, la musculaire muqueuse, tiens, au passage, elle est très fine, ça peut arriver. Et puis, dans la sous-muqueuse, on a ici un petit plexus nerveux. Là, il faut peut-être être un peu plus au courant de l'histologie pour le reconnaître, avec des prolongements et surtout ici une petite cellule ganglionnaire, un peu de cytoplasme basophile égale synthèse de protéines, un noyau vésiculeux avec un nucléole qu'on devine quand même s'il est moins beau qu'en bas. Dans une paroi intestinale, pardon, il est temps qu'on fasse la pause. Dans une paroi intestinale normale, on doit trouver de façon physiologique une innervation pariétale, bien sûr de bonne qualité, dont atteste normalement à tout niveau, je dis bien, du haut jusqu'en bas, la présence de plexus nerveux, soit mi-entérique, soit sous-muqueux, pourvu de corps cellulaires de cellules ganglionnaires. Ce ne sont pas les seuls éléments. On vous a peut-être dit qu'il y avait aussi dans ces plexus des cellules qu'on appelle les cellules de Caral, qui seraient des cellules ayant une activité de pacemaker, un rôle pacemaker, pardon. Elles ne sont pas faciles à mettre en évidence. Il faut des techniques spéciales, des immunomarquages, mais elles sont présentes notamment à la périphérie ici des plexus nerveux. Et puis on vous a sûrement dit, et j'en terminerai par là, pour ce chapitre-là, où on aura donc été assez rapide, qu'il y a bien sûr un certain nombre de dispositifs sphinctériens qui viennent compléter le système. Parmi ces sphincters, il y a ceux qui sont anatomiquement et histologiquement individualisés, le sphincter supérieur de l'œsophage, le pylore, la valvule iléocécale, le sphincter anorectal. Il y en a qui sont moins individualisés au plan anatomique, il y a notamment le sphincter inférieur de l'œsophage, mais on sait qu'il y a une région d'activité sphinctérienne à cet endroit. Au plan de la structure, deux grandes possibilités. Le sphincter totalement lisse, représenté par exemple comme au niveau du pylore par un épaississement localisé d'une région, et je crois qu'on a déjà vu la semaine dernière ensemble cette image d'une coupe d'estomac qui montre comment le pylore ici, chez un tout petit à dire vrai, n'est pas quelque chose de très localisé, mais est un épaississement progressif en fait, et le résultat d'un épaississement progressif de la circulaire interne dans toute la région antrale pour aboutir au pylore proprement dit. Et puis il y a des dispositifs encore plus complexes comme le sphincter anorectal. Je crois que la diapositive avant que j'arrive était sur ce territoire, donc vous en avez peut-être eu la description anatomique, mais pour laquelle en histologie, j'insisterai essentiellement sur le fait que le sphincter anorectal à la partie basse du système, comme vous savez, comporte deux constituants essentiels. Premièrement, le sphincter interne qui est un sphincter lisse, qui est dans cette partie ici sur notre image, et qui correspond là encore, serais-je tenté de dire, à un épaississement de la couche circulaire interne de la muqueuse, de la musculeuse, pardon, de la muqueuse, n'importe quoi, de la musculeuse, avec des faisceaux de fibres musculaires très aplatis, on les décrit comme en piles d'assiette, vous avez peut-être entendu ça en anatomie, et que tout ceci est complété par un sphincter externe qui est un sphincter musculaire strié, avec différents compartiments, mais avec aussi une particularité histologique, c'est qu'il y a certaines zones où des expansions de la longitudinale externe de la paroi digestive viennent s'épanouir ou se perdre dans le sphincter strié externe, de telle façon qu'il y a ici quelque chose de tout à fait rare dans l'organisme, qui sont des intrications de muscles lisses et de muscles striés.
Il y en a dans le sphincter externe. Je vous rappelle quand même que c'est rare, il n'y en a pas beaucoup, mais on a dit qu'il y avait des intrications, des transitions de muscles lisses et de muscles striés à d'autres niveaux, notamment à la partie supérieure au niveau de l'œsophage. Fin de ce que je voulais vous dire en plus sur les structures donc histologiques du tube digestif. Je vous suggère qu'on prenne 5 minutes de pause et que dans la fin du cours, on fasse la partie embryologie. Donc à tout de suite.